Quand j'ai découvert ça, alors moi, j'ai été soulagé parce que j'avais enfin trouvé un moyen de m'exprimer de manière authentique, une valeur importante pour moi, l'authenticité, tout en respectant l'autre et son point de vue. Et j'étais tellement enthousiaste que je m'y suis jeté à fond la caisse, je l'ai pratiqué immédiatement, de manière très intensive, régulièrement, et devinez quoi? Ça a été un échec. Des échecs, j'aurais pu mettre un S, dans de nombreuses situations. Parce que je me suis précipité à appliquer un processus que j'avais mal intégré. Mais grâce à ces erreurs, j'ai appris plein de choses sur la CNV et comment la pratiquer, notamment dans la vraie vie et pas seulement en stage. Et je me suis rendu compte que l'erreur la plus principale que j'avais faite, c'est que j'avais trop vite oublié le tout premier principe de la communication non violente qui, contrairement peut-être à une idée reçue à ce que certains pensent en entendant parler de CNV, et d'ailleurs contrairement à ce que je vous ai dit depuis le début de cette présentation, c'est ça le paradoxe, le premier principe de la communication non violente n'est pas l'expression authentique de soi, mais l'écoute active. Et c'est là que ça devient intéressant encore plus pour vous. Alors ça l'est pour tout le monde, mais j'ai envie de dire ça l'est encore plus pour vous dans vos activités professionnelles. Si vous voulez créer du lien avec la personne qui est en face de vous, et je pense notamment aux investisseurs futurs ou ceux que vous avez déjà, créer de la connexion avec la personne pour instaurer de la confiance, je vous invite vraiment à d'abord écouter ce que la personne en face de vous a à vous dire avant de vous exprimer. Et pour ça, la CNV propose d'utiliser l'empathie. L'empathie pour vraiment accueillir tous les messages que la personne en face a envie de vous dire, qu'ils soient difficiles ou pas à entendre, mais vraiment dans le but d'écouter et comprendre la personne en face de vous et ce qui est important pour elle. Donc, comme je le disais, l'écoute est vraiment un point clé de la communication non violente et c'est illustré par cette citation de Stephen Covey qui dit que la plupart d'entre nous n'écoutent pas pour comprendre, on écoute pour répondre. La plupart d'entre nous n'écoutent pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Et c'est écouter pour comprendre, c'est vraiment un fondement de la communication non violente, en toute situation, en toute circonstance. Écouter pour comprendre, c'est une posture clé de la CNV, une des fondations de la communication non violente, j'ai envie de dire à faire en toute situation, en toute circonstance. Mais évidemment, je ne suis pas naïf et j'ai expérimenté plein de fois avec plein d'erreurs et j'en fais encore. C'est compliqué parfois d'être dans cette posture, notamment quand ce qu'on vit est très stimulant. Voilà. Mais je peux vous assurer, grâce à mon expérience en CNV, grâce à toutes les erreurs que j'ai faites il y a quelques années, que je continue à faire régulièrement, c'est de mon point de vue vraiment une posture, un comportement nécessaire à avoir pour augmenter les chances d'initier un dialogue constructif. Ce n'est pas un gage de succès, mais ça augmente considérablement les chances d'avoir un dialogue constructif. Et pour ça, la CNV donne le choix d'utiliser le mode girafe à la place du mode chacal. C'est un choix qu'on a à faire en toutes circonstances, en toute situation. Et là, girafe a aussi deux manières d'accueillir un message difficile. Soit elle est à l'écoute de ce qu'elle vit, de ses sentiments et de ses besoins, elle se relie à ce qu'elle est en train de vivre, soit la girafe, elle essaye de se relier à ce que la personne en face d'elle est en train de vivre. Soit elle devine ce que les sentiments et ses besoins, soit elle lui demande, soit elle arrive à lui faire exprimer ses sentiments et ses besoins. Alors une fois encore, voilà, ça se résume en deux postures. C'est très simple, hein, la CNV vue comme ça. Je vais vous l'illustrer par une situation, une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois dans mon environnement professionnel quand j'étais encore chez Airbus. On était dans un vieux bâtiment, un hangar voilà, qui a été réhabilité en bureau. Donc c'était pas très sexy comme bureau, un énorme open space. On était une cinquantaine de personnes avec l'isolation phonique des années 50. Donc beaucoup de bruit, beaucoup de danse, beaucoup de passages. Et un matin, j'apprends qu'une partie de notre équipe, on était une cinquantaine, hein, la même équipe avec le même manager, une partie de l'équipe avait pris la décision de transformer une de nos deux salles de réunion en bureau pour aménager dans ce bureau, sans en parler aux autres membres de l'équipe. Alors quand j'ai découvert ça, c'est d'abord mon chacal qui a crié très fort intérieurement, j'ai bien bouillonné, et je me suis dit, voilà, j'ai mis contrarié, non, j'étais ulcéré en fait par leur comportement, et je me suis dit quelque chose de mais pour qui ils se prennent, non, pardon, pour qui ils se prennent ces gars-là pour décider comme ça, seuls, de hacker nos salles de réunion. Voilà, pour qu'ils se prennent, ils ne sont pas tout seuls dans cette équipe. Et plutôt que d'aller les voir avec cette énergie de la critique ou du jugement, j'ai pris un temps pour moi pour clarifier ce que j'étais en train de vivre, pourquoi j'étais aussi contrarié, stimulé par cette situation. Et donc, j'étais contrarié, très contrarié, ulcéré par ce comportement, parce que je m'attendais à
moi comme d'autres, qu'on soit inclus dans la discussion, dans l'échange, et que les problématiques de toutes les personnes de l'équipe soient prises en compte pour prendre une décision. Et j'étais aussi très triste parce que j'étais arrivé dans cette équipe depuis pas très longtemps et je déployais beaucoup d'énergie pour essayer de créer une dynamique de groupe, d'intelligence collective, de coopération, de collaboration, et je voyais un comportement qui pour moi n'était pas du tout en ligne avec ces valeurs, avec mes besoins. Mais grâce à ça, en faisant ça, ben, ça m'a permis déjà vachement m'apaiser. Ça m'a permis de clarifier ce que j'étais en train de vivre et d'être du coup beaucoup plus ouvert au dialogue et à l'échange et à l'écoute de ce que eux, ils avaient vécu. Parce que s'ils agissaient comme ça, c'est que sûrement il y avait de très bonnes raisons pour eux de faire ça. Donc j'ai demandé à parler à une des personnes de leur équipe et j'ai écouté cette personne et elle m'a exprimé plein de choses sur l'équipe et notamment que cette personne-là était préoccupée et elle voulait prendre soin de l'équipe, qu'en avait marre de cet environnement et qu'aspirait à plus de calme, de tranquillité et de silence. Et puisque je l'écoutais, il m'a dit encore plein d'autres choses, pas forcément liées à cette histoire d'open space, toutes les problématiques qu'ils avaient avec leur manager, un autre manager, mais que je ne voyais pas, avec la pression qu'ils recevaient régulièrement du management pour délivrer, voilà, beaucoup de préoccupations et de stress quotidien. Donc grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses sur leurs problématiques, sur leurs préoccupations. Et lui, ben, ça lui a permis de s'apaiser, ça lui a permis de clarifier ce qu'il était en train de vivre. Et quand j'ai eu l'impression qu'il était suffisamment ouvert au dialogue, seulement à ce moment-là, je lui ai partagé comment moi j'avais vécu cette situation et la crainte que j'avais de les voir transformer de nos salles de réunion. Et devinez quoi? Eh bien, cette fois-ci, ça n'a pas été un échec parce qu'il y a eu une écoute mutuelle et lui-même, après, m'a écouté et on a décidé ensemble de trouver une solution pour toute l'équipe. Donc, on a cherché s'il y avait des salles de réunion supplémentaires. Et on n'en a pas trouvé une, mais deux. Et quand on a été en mesure de pouvoir utiliser ces salles de réunion, ils ont transformé une de nos salles de réunion qu'on avait déjà en bureau et ils y ont aménagé. Donc au final, ben, eux, ils avaient un bureau plus confortable. Nous, dans l'open space, on était moins nombreux. Et on n'avait plus deux salles de réunion, mais trois. Donc au final, la solution était meilleure pour tout le monde et pas seulement pour eux qui avaient au début voulu déménager dans cet environnement. Et je suis assez convaincu dans cette situation, et j'en ai plein d'autres des anecdotes, que sans la CNV, cette situation ne se serait pas gérée de cette manière et probablement aurait dégradé la relation que j'avais avec cette partie de l'équipe, mais probablement le reste de l'équipe avec cette partie de l'équipe qui avait décidé de changer.